Voilà. Bonjour donc, pour la dernière séance du séminaire permanent d'histoire et de philosophie du structuralisme de l'année 2024-2025. Donc, nous concluons en l'absence de Jeanne Etlin, qui est prise par une obligation professionnelle, mais qui est présente néanmoins dans la conception notamment d'ailleurs du séminaire de l'année prochaine. Et on conclut en fait avec la dernière des conférences que je voulais faire cette année sur la manière dont le structuralisme lévi-straussien peut nous permettre de donner des outils pour ce que j'appelle une esthétique du terrestre, c'est-à-dire des outils qui permettent de compléter l'approche des sciences modernes de la Terre par une approche donc des sciences sauvages de la Terre. Donc, je pense que lieu, disons, d'exercice est dans le mythe, tout à fait conforme à Lévi-Strauss. Donc, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait 5, si on ajoute l'introduction, 6 interventions autour de cette question, finalement. Et qu'est-ce que j'ai essayé de faire d'abord? Donc, là, j'ai d'abord insisté sur la relation entre le tournant ontologique et le tournant planétaire. Puis, j'ai voulu vous suggérer, disons, qu'au fond, ce qu'il fallait chercher chez Lévi-Strauss, c'était l'idée selon laquelle les autres humains parlent à travers la Terre. Pardon. Que les autres humains parlent de la Terre, ou que le langage de la Terre s'exprime, et qui s'exprime à travers les mythes. Les humains qui parlent de la Terre, c'est à travers les mythes, les terrestres qui parlent dans le langage des humains. C'est ça, finalement, la question centrale. Et donc, pour ça, il a fallu d'abord réintroduire cette catégorie d'objets absolus, et que j'ai donc reprise à Pierre Auger, et la lecture que Lévi-Strauss fait de Pierre Auger, et donc introduire cette étrange philosophie, cette étrange interprétation philosophique du structuralisme lévi-straussien, qui est au fond une néo-monadologie. C'est l'idée que derrière, s'il y a une philosophie de Lévi-Strauss, c'est une philosophie néo-monadologique. Ça veut dire néo-monadologique, ça veut dire que la réalité profonde, si vous voulez, est faite d'entités singulières, absolument réelles. Donc absolument réelles, ça veut dire que leur réalité ne dépend pas d'autre chose que d'elle-même, elle n'est pas relativement réelle, absolument réelle. Et elles sont plusieurs, une pluralité d'entités, et que ce sont les interactions, comme je vais y revenir, sont les interactions entre ces entités qui se phénoménalisent, disons, à travers l'expérience, et qui expliquent que les expériences, les perceptions, les imaginations, les émotions, etc., sont en fait des signes. Ce sont des signes. Ce sont des signes de quoi? Eh bien, de l'expression d'elle-même, par elle-même, de ces entités. Donc, les réalités singulières, les monades, les objets absolus, sont signes. Et nos perceptions, ce sont, eh bien, précisément, ces signes. Alors, j'ai essayé de vous montrer que cette théorie de l'objet absolu permettait d'articuler finalement les deux aspects avec lesquels la pensée de Lévi-Strauss travaille. D'un côté, une certaine forme d'autonomie en fait, des formes symboliques, c'est-à-dire, on va dire, des réalités culturelles. Donc, si vous voulez étudier la parenté, il faut étudier la parenté en la comparant à d'autres formes de parenté. Si vous voulez étudier les mythes, il faut étudier les mythes en les comparant à d'autres mythes. Donc, il y a des niveaux autonomes en fait, de la vie culturelle. Et cette autonomie des niveaux culturels, qui est assez proche, par exemple, de la thèse de l'autonomie du social chez Durkheim, il y a une ontologie, en fait, des strates de la culture, elles existent en elles-mêmes. Eh bien, elle peut être pensée à travers la notion d'objet absolu. C'est ce que j'ai essayé de montrer sur les mythes, d'abord, en disant, bon, vous voyez, la méthode transformationnelle appliquée à la mythologie repose pour Lévi-Strauss sur l'idée selon laquelle
les chaînes mythiques, comme ils les appellent, les réalités mythiques, sont des objets absolus. Ils ne sont donc pas des construits de l'esprit humain. Ce n'est pas l'imagination en tant que folle de logique qui génère les mythes. Les mythes existent indépendamment des sujets qui les disent, qui les écoutent, etc. De la même manière que les langues existent indépendamment des sujets parlants, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas besoin des sujets parlants pour exister, mais cette nécessité est une nécessité conditionnante, elle n'est pas constituante. À la condition qu'il y ait des sujets parlants, que les langues peuvent exister, mais ce n'est pas les sujets parlants qui font les langues. Donc, énigmatiques. Les signes, elles s'expliquent en fait, c'est une certaine manière de comprendre, mais je crois que c'est vrai, elles s'expliquent par l'ontologie des réalités culturelles, qui est l'ontologie d'objets absolus, l'ontologie monadologique. Donc c'est parce que les choses sont des unités d'individualité complexes, c'est-à-dire qu'elles sont plusieurs choses en même temps, que précisément il faut appliquer la méthode transformationnelle. Et puis soudain, donc, on rencontre un deuxième problème, qui est de savoir comment ces différents niveaux de la structure communiquent-ils les uns avec les autres. Et on rencontre un autre problème qui agite beaucoup les esprits, qui est de savoir, oui, mais alors quel est le rapport entre ce qu'on appelle ordinairement la réalité et puis la vie culturelle. Donc si les mythes sont des choses qui existent par elles-mêmes, ça veut dire qu'elles n'ont pas de rapport, a priori, pourraient donc s'expliquer uniquement par les relations, les mythes, les uns avec les autres, dans des relations de transformation, on dégage des structures. Et c'est en fait pour avec le même outil, la notion d'objet absolu, qu'on comprend la relation finalement des formes symboliques avec les unes avec les autres, enfin, différents systèmes symboliques les uns avec les autres, et d'une manière générale, qu'on résout le problème du constructivisme et du réalisme, comme on dit, qu'on comprend de quoi les signes parlent. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait du langage dans un monde, ou des langages dans la réalité en général. Ça, c'est la grande thèse de Lévi-Strauss, notamment donc développée dans le texte auquel je vais revenir, donc structuralisme et écologie, dans le regard éloigné. C'est l'idée selon laquelle les opérations de l'esprit humain sont les mêmes que les opérations qui se trament dans le fond des choses, de la matière. Il n'y a pas... Donc il y a un monisme ontologique, en fait, c'est-à-dire l'idée selon laquelle tout ce qui est de la même manière. Ce monisme ontologique est une monadologie. Aussi bien les choses de l'esprit, les mythes par exemple, que les choses de la biologie, les choses de la matière, les particules quantiques, etc., sont des monades. Donc en fait, voilà, c'est une interprétation philosophique qui s'oppose, je l'avais dit la dernière fois, à deux grandes interprétations philosophiques faites de Lévi-Strauss. D'un côté, celle qui lui attribue une sorte d'idéalisme cognitif, comme si l'esprit humain engendrait les structures et les systèmes. Ce à quoi Lévi-Strauss, justement, dans Structuralisme et l'écologie, répond en disant pas du tout, moi je suis un matérialiste. Et des lecteurs aussi avisés que Philippe Descola fait remarquer que le matérialisme, le sentiment en tout cas, que le matérialisme de Lévi-Strauss est un peu une sorte de matérialisme manqué, parce qu'il y a deux finalement matérialismes, un matérialisme environnemental d'un côté et un matérialisme cérébral de l'autre. Donc c'est vrai que Lévi-Strauss professe souvent un matérialisme réductionniste, c'est-à-dire que derrière les formes que l'anthropologue dégage de l'analyse, par exemple, des mythes, qui sont des formes relativement invariantes, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui se répètent dans plein d'endroits différents, Lévi-Strauss nous dit derrière ça, il y a en fait la structure du cerveau humain, le mode de fonctionnement du cerveau humain. Donc, un projet de réduction. Mais en même temps, Lévi-Strauss soutient toujours que quand vous réduisez l'esprit à la matière, comme quand vous réduisez la vie à la matière, eh bien en fait, vous modifiez le concept, le niveau auquel vous réduisez. Donc la réduction n'est jamais une réduction, c'est en même temps une élévation.
Et donc, en même temps qu'on découvre que l'esprit fait partie de la matière, on découvre que la matière a des propriétés qu'on n'imagine pas. Et bien, ces propriétés, ce sont des propriétés monadologiques. La matière est elle-même justiciable d'une approche transformationnelle. Parce que vous comprenez bien que monadologie et transformation, donc l'ontologie monadologique et la méthode transformationnelle, c'est la même chose. C'est parce que les choses, les monades, sont des entités discontinues mais complexes. Donc, je répète, ce que veut dire discontinu et complexe, ça veut dire que elles sont plusieurs choses à la fois. Donc le modèle, ne l'oubliez jamais, c'est la particule, l'atome, qui gagne ou perd un électron. Quand un atome gagne ou perd un électron, il ne s'agit pas, dit une certaine interprétation de la mécanique quantique, d'un mouvement, en quelque sorte, ou plutôt une causalité entre deux états séparés. En fait, la particule est en elle-même, avant l'interaction, dans un état de superposition où elle a l'électron et elle ne l'a pas. Il y a une actualisation dans le fait qu'un atome perd une particule. Il y a une actualisation par l'observation. Ce n'est pas qu'on observe quelque chose qui existe déjà, c'est qu'on provoque, si vous voulez, une actualisation, une réduction, en quelque sorte, de la richesse virtuelle de la particule. Mais celle-ci, en fait, par ailleurs, garde cette richesse virtuelle. Donc Lévi-Strauss, Pierre Auger, interprète cela en disant, ben, en fait, la particule se décide. C'est un sujet, se décide. Ce n'est pas un phénomène causal. Il n'y a pas moyen de rapporter cet événement à des conditions intérieures qu'on trouverait dans la particule, qui détermineraient, avec des méthodes qui sont celles du calcul différentiel, l'événement. Tout ce qu'on peut dire de ce qui se passe à l'intérieur de la particule, c'est par des méthodes statistiques, en faisant des observations, répétant les observations, et en voyant la distribution statistique des différents états. J'avais donné cet exemple des boules qui peuvent être soit rouges, soit jaunes, soit vertes, et au fond, vous ne savez rien sur ce que ça veut dire être une boule, l'intériorité de la boule. Sinon, quand vous répétez les observations, et vous voyez que, par exemple, il y a une proportion de 30% vert, 30% bleu, 30%, voilà, c'est trop symétrique. Si ça va, donc 40% sont un peu asymétriques, et là, vous comprenez qu'il y a donc ce qu'on appelle une structure. Voilà, donc ça, c'est je vous rappelle tout ça, qui a été résumé la dernière fois, j'espère que les choses sont claires. Donc, la méthode transformationnelle suppose une ontologie monadologique qui est faite de l'objet absolu. Bien. La dernière fois, ensuite, j'ai essayé la dernière fois, j'ai essayé de dire, bon, en fait, ce que Lévi-Strauss appelle symbolisme, il ne faut pas se tromper. Le symbolisme, donc les signes, sont des savoirs. Donc, qu'il s'agisse des manières de s'habiller, des manières de manger, etc., il faut les étudier comme des signes, c'est-à-dire leur appliquer une méthode transformationnelle, c'est-à-dire que telle manière de manger se détermine par différence, par contraste avec telle autre manière de manger dans un système de possibilités alimentaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un savoir. Il y a un savoir au sens où les pratiques humaines sont toujours des tentatives pour contempler les objets. Toujours. Donc, j'avais repris l'exemple de la chasse aux aigles des Hidatsa dans la pensée sauvage ou de l'analyse qu'il fait de la sauge. Et donc, l'idée est assez simple. C'est l'idée que je vous avais dit, il y a deux types de savoir, finalement, les sciences modernes. Alors, les deux types de savoir procèdent par, d'abord, j'avais dit, suppose des invisibles. Tout savoir est une manière de mettre en relation quelque chose d'accessible et quelque chose d'inaccessible. J'ai fait la remarque sur ce que je disais invisible. J'ai dit, il n'y a pas de raison, c'est juste un trope optocentré, en quelque sorte. Mais c'est parce que c'est joli. Mais voilà, j'ai dit qu'on peut dire accessible, inaccessible. Donc, tout savoir est une manière de faire valoir l'inaccessible dans l'accessible.
Bien, mais il y en a deux. Il y a deux grands types de savoir, et tous ces deux types de savoir sont toujours des manières de situer comme, enfin, de situer dans un champ de variation. Donc les sciences modernes requalifient les morphologies, les choses qui ont une forme observable, requalifient les observés comme occupant une certaine position dans un système de possibilités. C'est ce que fait Lévi-Strauss lui-même dans La pensée sauvage, c'est ce que fait Galilée, c'est ce que font les sciences modernes, c'est-à-dire l'idée sur laquelle on va donc, je ne sais pas, si vous regardez un vivant avec des lunettes de généticien, eh bien ce que ça veut dire, c'est que vous essayez donc, vous avez un outil qui est donc l'ADN, qui permet d'envisager un énorme nombre de combinaisons possibles, qui sont donc des possibles, des possibilités, et l'identité propre du vivant, en tout cas analysée du point de vue génétique, est définie par la combinaison qu'il actualise par différentes règles, toutes les combinaisons possibles. Bien, d'accord. Ça, c'est vrai de toutes les sciences. Donc, mais les sciences modernes procèdent de manière axiomatique, pour les Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'elles se donnent d'abord l'espace de la variation, et du coup, d'ailleurs, les variations peuvent être continues. J'avais insisté pour dire, pour Lévi-Strauss, le symbolisme est un savoir lui aussi, de même nature aussi, c'est-à-dire qu'il cherche à recycler les observés en les mettant en relation les uns avec les autres et en les réduisant à des possibles, les uns par rapport aux autres, les définissant par leur situation dans un espace de possibles, sauf que ce champ de possibilités, il est défini par par des variantes. Ça veut dire qu'il y a des variables. Chaque forme observée va être réduite dans les sciences modernes à un certain nombre de variables, alors que dans les sciences sauvages, il va être appréhendé comme une variante. Donc, ça veut dire que la forme que j'observe, par exemple le fait que je porte une petite veste sans épaulettes, se définit par opposition. La petite veste va être perçue par vous si vous possédez le système symbolique plus ou moins qui permet de l'identifier, de le percevoir comme tel, elle va être perçue par différent, par opposition, avec notre haut masculin et non pas féminin, qui serait un blouson et non pas une veste. Bref, voilà, les méthodes structurales sont un peu one-on-one, et elle va être donc appréhendée comme une variante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le savoir qui se produit à travers le symbolisme est un savoir qui procède par requalification différentielle. C'est-à-dire qu'il s'agit de ramener l'observé à un faisceau de traits distinctifs, dans lequel il n'est plus rien d'autre qu'un ensemble de différences qui le rapporte immédiatement à un autre ensemble de faisceaux de traits distinctifs possibles, avec lesquels il forme un système, qu'on appelle un système symbolique. Et la structure, eh bien, c'est la matrice de tous ces systèmes symboliques possibles. Bien. Donc voilà, j'avais donné l'exemple de la plante, vous vous rappelez. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de différence. On va requalifier la chose, encore une fois, je répète, pas comme un paquet de différences. Donc ce qui est important, par exemple, dans la sauge, eh bien, c'est qu'elle est amère et pas douce. Et on s'en fiche du reste. Disons qu'on s'en fiche du reste, il y en a d'autres. Et comment on extrait cette différence? On extrait cette différence par corrélation avec elle guérit les maux d'estomac, alors que d'autres ne guérissent pas les maux d'estomac. Donc une différence n'existe que par corrélation avec d'autres différences. Et la chose est vidée en quelque sorte de toute détermination positive pour ne devenir plus qu'un ensemble de traits différentiels. Donc la thèse de Lévi-Strauss, c'est que les êtres humains font ça à travers ce qu'on appelle les phénomènes culturels, tout le temps. Donc, pas l'impression qu'on produit un savoir par nos pratiques de politesse, par nos habitudes parentales, par nos manières de se spatialiser, de circuler dans les villes, par nos manières de décoller. En fait, on produit un savoir. On produit un savoir. C'est ça l'idée. Donc le savoir, en l'occurrence, ne consiste pas à extraire des lois à partir de la répétition des observés, comme
le pense par induction, modèle inductif, de toute manière, celui-là, il est écarté, car jamais aucun savoir ne procède par induction, c'est-à-dire que vous observez plusieurs trucs, et vous généralisez, pas vraiment savoir. Justement, parce que ça, c'est la thèse positiviste sur le savoir, et cette thèse positiviste sur le savoir, elle suppose qu'il n'y a pas d'entité, en fait. Il n'y a que des lois. Et justement, le positivisme est une machine de guerre contre l'ontologie. Le positivisme philosophique, c'est une manière de dire savoir, c'est pas savoir quelque chose, savoir, c'est simplement décrire des régularités. Bon, Lévi-Strauss, il n'est pas d'accord, ni pour les sciences modernes, ni pour les sciences sauvages. Dans les deux cas, c'est pas ça, savoir. Dans les deux cas, savoir, c'est requalifier l'observé en le mettant en relation avec disons, un inobservable, inaccessible, donc le relatif par rapport à l'absolu. Et il y a deux manières de le faire, comme je dis, avec la méthode de la variable et avec la méthode de la variante. Les choses sont requalifiées comme des variables dans un ensemble de paramètres de variation. Soit elles sont requalifiées comme des variantes dans un ensemble de systèmes de variantes, comme dans les langues, c'est-à-dire comme dans un système phonologique. Donc, dans les sciences sauvages, on requalifie les unités observées comme variantes les unes des autres. C'est pour ça qu'on a le sentiment qu'on plie la réalité l'une sur l'autre. Donc, la sauge est une variante du rameau d'or, que le jaguar est une variante du cochon, que l'air est une variante du carcajou. Quand vous voyez un truc, en fait, il est le devenir d'un autre. C'est ça le symbolisme, c'est de nous permettre d'appréhender les choses comme étant n'étant pas ce qu'elles pourraient être. Okay. Vous percevez ma petite veste, vous la percevez comme n'étant pas ce qu'elle pourrait être. C'est pareil, si on perçoit des animaux, n'importe quoi, on les perçoit comme n'étant pas ce qu'elle pourrait être, comme étant le fait de n'être pas ce qu'elle pourrait être. Et ça donne une puissance considérable à la capacité contemplative humaine. Peut-être que vous connaissez ici aussi des choses que reprend Eduardo Riveros de Castro dans son livre Métaphysique cannibale, où il dit, au niveau du perspectivisme, qui n'est qu'une manière de le faire en réalité. Mais, par exemple, voilà, dans les ontologies perspectivistes, il y a le sang, ce que nous percevons comme le sang, est perçu par le jaguar comme de la bière, et il n'y a au fond un peu aucun moyen de trancher, parce que l'être dont il est question ici, c'est du sang bière. Et donc, les perspectives, c'est simplement des choses qui déplient la complexité interne de la chose. La réalité monadologique, vous voyez, dire qu'il est à la fois sang et bière, c'est un peu comme dire que le chat de Schrödinger est un peu vivant et mort, ou que l'atome a un électron et n'a pas un électron. C'est les deux à la fois. Et ça veut dire que vous pouvez appréhender l'objet que dans ces relations transformationnelles. Donc le perspectivisme amérindien dont parle Léo de Castro, à mon avis, n'est que une manière de le faire. Vous voyez, la communauté scolaire diriger des ontologies qui sont autant de manières de faire ça. C'est-à-dire autant de manières de constituer des équivoques absolus. Voilà, donc ça c'est la pensée symbolique comme savoir. Savoir, c'est-à-dire une manière d'entrer en relation avec les objets absolus qui, toujours, quelque part, gardent une part secrète. Ça ne s'actualise jamais dans aucune de ces formes. Ça garde une part qui est toujours secrète et il faut que ça la garde puisque ça se décide. L'entité se décide à être une veste, se décide à être du sang, ça veut dire qu'elle pourrait toujours en être une autre. Donc il y a quelque chose qui échappe, qui n'est pas réductible à ce qu'elle devient quand elle est observée. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des rencontres. Il y a des rencontres entre le monade. Il y a des rencontres entre le monade. Ça, c'est pour la pensée symbolique. Mais je voulais en venir au mythe. Et ce que je vous avais dit, donc, c'est que le mythe a une place particulière. C'est une forme de pensée symbolique, mais qui a une place particulière dans la vie symbolique, parce que donc, on comprend bien que la pensée symbolique produit des systèmes sans cesse, mais les mythes, eh bien, sur-systématisent. Ils vont plus loin, d'une part, et par ailleurs, les mythes permettent, donc je vous rappelle que mythe et politique pour Lévi-Strauss, c'est pareil, je dis ce que j'ai déjà dit,
des choses évidentes, donc si vous pouvez y revenir, on pourrait revenir. Donc les mythes ont par ailleurs doivent sur-systématiser, rajouter des systèmes à des systèmes pour une raison très simple, c'est que la pensée symbolique vient nécessairement, on l'a dit, à travers une pluralité de systèmes. Il y a des systèmes alimentaires, il y a des systèmes de parenté, il y a des systèmes pharmacologiques, il y a toutes sortes de systèmes. Okay. Donc, ça, c'est pas pour... Si on veut appréhender un observé, forme, manifestation, comme une variante d'un inobservé, eh bien, on veut savoir dans quel système unique, quelque part, il est. Donc, il y a cette ambition dévorante dont parle Aristote de la pensée, qui ne se réalise en fait que dans le monde ou dans la politique. C'est la même chose. Donc, le mythe a pour fonction donc, le problème, c'est qu'il y a ces différents systèmes et ils ne sont pas homologues les uns avec les autres. C'est-à-dire que la place de la plante, qui est la sauge, dans les pratiques médicinales, enfin, oui, que les pratiques médicinales nous permettent d'avoir, parce que je répète, la thèse de Lévi-Strauss aussi, c'est que c'est pas pour mieux guérir les gens que les êtres humains, pendant 40 000 ans, ont observé scrupuleusement les plantes. C'est au contraire que le fait que ça guérisse ou que ça ne guérisse pas fait partie d'un élément qui leur permet de savoir qu'est-ce qu'est la plante en soi. Qu'est-ce qu'est la chose en soi qui se manifeste comme plante? Donc les êtres humains sont des contemplatifs. Sapiens, c'est ça. Sapiens, on veut juste savoir. Et à force de savoir, ça vous donne c'est pour savoir qu'il est technique. Il n'y a qu'une manière de repérer les variations, les différences pertinentes pour accéder à l'inobservable. Bon, donc il y a plusieurs mythes, il y a plusieurs systèmes symboliques, et ces systèmes symboliques ne sont pas homologues. Eh bien, la fonction du mythe, c'est justement de boucler le savoir, qui se donne sous des formes multiples, qui sont de différents niveaux de la culture, et le boucler, ou plus exactement, comme dit Lévi-Strauss, de masquer l'impossibilité de le boucler. Il y a une non-homologie, ça ne marche pas. Et la fonction du mythe, eh bien, c'est de produire des observés, pour le coup, qui sont les mythes, racontés, les récits mythiques, de telle sorte que cette incohérence, elle soit un petit peu dissipée. On va produire des sortes de symétries qui donnent le sentiment que tout est en ordre. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs systèmes symboliques et ils ne sont pas homologues. Donc le mythe vient rajouter une couche au savoir symbolique. C'est pour ça que j'ai dû passer par tout ça. J'ai dû d'abord vous montrer qu'il y avait une interprétation ontologique des chaînes mythiques comme objet absolu, puis vous dire, attention, ça veut dire en fait que les objets absolus s'expriment par des signes, puis vous dire, le symbolique chez Lévi-Strauss est un savoir, et ça ne suffit pas, parce que maintenant on arrive vraiment au mythe, quoi. Qu'est-ce que le mythe? Donc le mythe est un forçage de la systématisation qui, encore une fois, a pour but non pas de mettre de l'ordre, comme le dit Lévi-Strauss lui-même souvent, mais ça nous égare, ce n'est pas l'ordre le problème. Le problème, c'est d'entrer en contact avec les transcendants, avec les invisibles, les inaccessibles. Et la seule manière de le faire, c'est de faire de l'ordre, c'est-à-dire d'appréhender les choses qu'on observe comme des variantes les unes des autres. On veut le contact avec l'absolu. Il y a vraiment, pour le coup, une quête d'absolu chez Sapiens, si je comprends bien les histoires. Donc, ce forçage permet de mettre le monde entier en système et donc de lui donner un sens, mais un sens au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire que chaque observation particulière devient une variante d'autres observables dans un système de variantes, autrement dit un signe. Donc ça a un sens parce que ça fait signe, constitué comme signe. Ça fonctionne comme les paroles mêmes, par différence, position, etc. Donc voilà, peut-être cette passion pour l'ordre est en fait une passion pour l'invisible. Point important. Et c'est donc dans le mythe que s'accomplit finalement cette quête de l'absolu qui soutient la perception métamorphique du monde que Lévi-Strauss met en évidence à travers le système symbolique.
Par ailleurs, le forçage qui est au cœur du mythe, donc la première fonction, c'est la sursystématisation, le forçage de la systématisation. Et la deuxième fonction du mythe, c'est de nous ouvrir à la contingence, à l'événement, à la rencontre. Pourquoi? Eh bien parce que, du fait de cette inlassable activité, la systématisation est toujours à la fois en retard et en avance sur elle-même. Les systèmes, justement, ne sont pas homologues, ne sont pas superposés. Et le mythe permet à ces systèmes qui ont été fabriqués à partir d'observables qui ont été mis en miroir les uns par rapport aux autres, de se reconstruire malgré les modifications de l'environnement observable. Autrement dit, on part avec des différents symbolismes qui sont des savoirs sur le monde qui nous entoure, hein, mais eh bien, le monde change. Il se passe des trucs. Quoi. Les choses changent, il se met à faire plus froid, il y a une épidémie, la population disparaît, etc., etc. Donc, les symétries qu'on a réussi à construire dans l'observable, dans l'observé, je dirais, eh bien, cette symétrie se trouve bancale. Il y a de nouvelles espèces qui apparaissent, il y a une pandémie, etc. Donc, ça se trouve être bancal. Eh bien, le mythe, justement parce qu'il cherche à faire une sorte de synthèse des différents niveaux de la vie symbolique, le mythe permet d'accueillir l'événement. En fait, le mythe, il événementialise l'existence humaine. Très curieusement, mais très profondément, parce qu'on pense que le mythe a à voir avec l'éternité, c'est vrai de tout temps que, mais en fait, ce c'est vrai de tout temps que sert précisément à être au plus près de ce qui arrive, de manière imprévue. Et justement, lui faire une place. À lui faire une place, non pas pour réduire sa nouveauté, en vérité, mais pour s'en servir, pour entendre qui parle, quel est l'invisible qui parle. On n'a pas bien compris quel était cet invisible. Donc, recommencer en quelque sorte le travail. Donc, les mythes permettent, lorsqu'une population rencontre une nouvelle entité, de reconfigurer le système afin de trouver une place, au sens vraiment structural du terme, c'est-à-dire une position dans un système. Et cela de telle sorte que le but, c'est de montrer justement que cette rencontre n'est que l'actualisation d'une possibilité interne qui était jusque-là inaperçue. Ça, le miracle du mythe ou de la politique, c'est pareil. C'est l'idée que ce qui nous arrive est en fait, donc c'est à la fois une rencontre avec quelque chose d'autre, qui vient du dehors, mais ce dehors permet de faire revenir, ou de faire venir, une possibilité de nous-mêmes qui n'avait pas encore été actualisée. Donc de même que la perte d'un électron est à la fois l'actualisation d'une possibilité de l'atome tout entier et l'expression d'une rencontre avec un autre atome. Si un atome perd un électron, c'est aussi du fait des interactions entre les atomes, où il y a des interactions, tout simplement, entre l'atome et l'appareil de l'observateur, physicienne ou physicien qui observe les atomes. Donc, il y a des interactions, et ce sont ces interactions qui font que, eh bien, par exemple, l'atome perd un électron. Cet événement, comme je l'ai dit, n'est pas l'effet ou la conséquence d'une action qui serait celle de l'appareil sur l'atome. Cet événement est l'actualisation d'une possibilité de l'atome. Donc l'atome reste le même. L'atome comme tel, avant et après l'observation, en fait, il faut bien comprendre ça, il reste le même. Mauvaise interprétation, je pense. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon interprétation philosophique de la mauvaise quantique, de la mécanique quantique, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une bonne interprétation de la mécanique quantique. Je dis ce que je veux, pas tout à fait. Je dis qu'il est compatible avec. Mais donc, l'atome reste le même. C'est pas qu'en l'observant, on le modifie, contrairement à ce que certaines idées populaires de la mécanique quantique nous dit. C'est pas de la performativité dans ce sens banal du terme. C'est bien une idée, il reste le même, simplement il actualise une autre, on voit sortir une autre possibilité de lui-même qu'il avait déjà, en fait, d'une certaine manière. Mais virtuellement, de manière compliquée à l'intérieur est possible, dans l'absolu, sont compliqués, sont même pas discernables, en fait, indiscernables.
c'est vraiment la même chose que d'avoir l'électron ou de ne pas l'avoir. C'est indiscernable. C'est au-delà, justement, de ce qu'on peut dire avec les méthodes du discernement. Donc, l'atome, il est le même avant et après la rencontre avec l'observateur, mais cette rencontre permet de mieux rentrer dans sa structure interne, maître intime, justement en voyant que, eh bien, à travers les différentes rencontres qu'il fait, il va montrer différentes faces de lui-même. Et comme je vous dis tout à l'heure, la valeur statistique de ces différentes faces, donc 30% jaune, 30% bleu, enfin 33% bleu, 47% vert, et cette distribution statistique nous informe sur l'intimité profonde et inobservable de l'atome. Donc il y a un truc qui sort, et de la même manière, eh bien, une transformation mythique, donc un nouveau récit mythique, comme celui qu'on va voir chez les Bella Bella par rapport au Chicotin, une transformation mythique est à la fois l'expression spontanée de cet objet absolu qui est le chêne mythique, le mythe réel, qui a une vie propre, et en même temps l'expression d'une rencontre de ce mythe avec d'autres objets. Donc les mythes permettent aux êtres humains de négocier leur rencontre et donc de se tenir dans les événements. Alors, voilà maintenant pourquoi je me tourne vers structuralisme et écologie, parce que je trouve que ça en donne un bon exemple, qui est tout à fait didactique et pertinent pour le sujet qui sera le mien encore, je pense, l'année prochaine, à savoir la question du terrestre, la question écologique, justement. Alors, que fait Lévi-Strauss dans ce texte? On y vient. Lévi-Strauss soutient dans ce texte un motif qui est très curieux dans un mythe, qui est un mythe Bella Bella. Donc, les Bella Bella, c'est une population de la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique au Canada. Je vais faire des photos pour ça, c'est trop abstrait. Moi, je trouve abstrait les informations ethnographiques. J'imagine que la plupart des gens trouvent abstrait les constructions conceptuelles. Mais moi, là, je me dis, là, on a un truc à voir. Le concept, il y a juste un truc à penser. C'est bon, ils sont là, les concepts. Mais bon, les là, ils ne sont pas là. Mais donc, voilà, donc, nous sommes sur la côte nord-ouest, il faut quand même le voir. C'est sur la côte nord-ouest, au-dessus des États-Unis, en Colombie-Britannique. Donc, voilà, il y a une population sur la côte qui a un mythe qui semble assez bizarre à Lévi-Strauss, parce que c'est un mythe qui raconte comment un héros culturel avait été capturé par une ogresse. Et enfin, il n'était pas été vraiment capturé d'ailleurs. Il a été capturé quand il était enfant, mais ensuite il avait été. Bon, bref, je l'ai fait. Disons qu'il est capturé par une ogresse et qu'il arrive finalement à s'enfuir. Bon, je ne vais pas bien raconter une mythe comme ça, parce que justement, tout le truc, c'est dans les détails. Donc, évidemment, là, je ne retiens que les détails que Lévi-Strauss retient. Si je voulais faire une démonstration, il faudrait que je reprenne un peu le mythe et qu'on voit qu'il y a plus de détails et qu'on pourrait reprendre, etc. Donc, c'est un des vrais problèmes de la méthode structurale, et on le verra dans la controverse qui a eu lieu ensuite à partir de structuralisme. Mais donc, voilà ce qu'on retient. C'est un motif, en fait. Un garçon capturé par une monstresse, une ogresse, riche, qui est assise sur des tas de richesses, des pots, des objets manufacturés, des choses comme ça, et qui arrive à s'enfuir en mettant sur ses doigts donc des siphons d'un coquillage, d'un clam. Donc, les siphons, vous pouvez regarder ça en vidéo, il y a des vidéos sur Internet qui vous montrent ça. Donc, le siphon, en fait, c'est une sorte de protubérance du coquillage. Vous voyez, c'est une sorte de bivalve, un peu comme ça. Et le siphon, c'est un truc qui va sortir, et ça peut être très long, et ça crache de l'eau. Donc, c'est très beau, pas très beau, c'est très impressionnant, on voit cracher de l'eau. Voilà, et ça peut s'étirer, c'est un côté assez clairement pénien, quoi. Enfin, ça s'allonge et ça se rétracte. Si le coquillage se sent en insécurité, le siphon se rétracte. Donc, l'ogresse va à la mer et ramène les coquillages, elle jette les siphons parce que ça ne se mange pas. Le jeune héros récupère ces trucs et il les met sur ses doigts, une sorte de gant, et il agite ses mains comme ça devant l'ogresse, qui du coup a peur
tombe à la renverse et meurt. Donc, ce sont des siphons de clame qui tuent un monstre terrible que personne ne peut. Bizarre, parce que les siphons de clame, c'est des trucs qui font pas peur. C'est mou, ça griffe pas, c'est pas dangereux, etc. Donc, les se dit, bah, vous voyez, quand on est face à une petite anomalie comme ça, on se dit, tiens, mais on se dit, hein, c'est intuitif. C'est intuitif. C'est important, ça, d'une manière générale dans la vie. Comprendre que bah, il faut faire une place au bizarre. Quoi. On sent que c'est bizarre. Évidemment, c'est lui, Lévi-Strauss, qui sent que c'est bizarre. Lui. Il le sent comment? Il le sent parce qu'il est la personne qu'il est, mais évidemment, il le sent aussi parce qu'il a une familiarité avec ce corpus. Mais enfin, au fond, c'est ça l'anthropologie. L'anthropologie part de trucs qui paraissent bizarres. Donc, il trouve ça bizarre. Et il dit, bah, quand on a un phénomène bizarre, il faut se dire que c'est peut-être la transformation d'un autre motif mythique qu'on retrouverait ailleurs. Et c'est le cas, selon lui. Donc, il trouve dans une population qui se trouve de l'autre côté d'une chaîne de montagne, mais pas loin, qui s'appelle les Chilcotins. Donc, Bella Bella, ça s'écrit comme Bella, B-U-2-L-A, B-U-2-L-A. Chilcotins, c'est C-H-I-L-C-O-T-I-N. Donc, les Chilcotins, dans lequel, en effet, il y a à peu près une histoire très similaire. Vous voyez, là, on procède par ressemblance. Surprise, ressemblance. C'est ça les opérations de la méthode structurale. Pas des choses au départ. Donc, une ressemblance dans laquelle, donc là, c'est une jeune héroïne qui, en tout cas, je crois que c'est une jeune femme, si je me souviens bien, peut-être c'est moi qui exagère l'opposition. C'est donc une jeune héroïne qui a été captivée par un monstre qui est lui aussi riche, assis sur un grand trésor, et, mais qu'elle arrive à vaincre cette fois-ci en mettant à ses doigts des cornes de chèvre. Alors là, on comprend mieux, parce que les cornes de chèvre, effectivement, c'est pointu, c'est dur, c'est une arme. C'est vraiment une arme. Bien. Donc, et l'idée, c'est que, bien, passant d'une population à l'autre, on aurait deux variantes. Pour interpréter un motif mythique, on interprète comme la variante d'un autre, moyennant des oppositions, eh bien, le dur, le mou, le féminin, le masculin, et on va le voir, des richesses maritimes et des richesses terrestres. Les discours remarquent que le premier mythe est un mythe d'origine du potlatch, qui est quand même plus dans ce sens-là, et non pas dans l'autre. C'est ça. Donc, le mythe des siphons de clame est un mythe d'origine du potlatch. Donc, vous savez ce que c'est que le potlatch? C'est cette cérémonie de don et de contre-don dans lequel la règle du jeu, en fait, d'une certaine manière, d'écraser l'autre par son don. Surenchère don, des, bref, une littérature notamment lancée par Marcel Mauss dans l'essai sur le don. Donc, c'est un mythe d'origine du potlatch. Donc, les siphons de clame sont pourquoi? Parce que le jeune garçon, à partir de là, a effectivement les richesses terrestres de l'ogresse, qu'il peut distribuer. C'est l'origine du don. L'autre mythe, le mythe des Chilcotins de la montagne, est lui un mythe d'origine des dentales. Donc les dentalias, ce sont des coquillages cette fois-ci longs. On pourrait faire des petits commentaires sur le rond et le mière. Donc ce sont des dentalias, ce sont des dentales. Et les dentales, je vais faire des photos, mais vous en trouverez facilement sur Internet si vous cherchez, sont une forme de monnaie importante pour ces sociétés, notamment qui les utilisent pour commercer avec des sociétés qui se trouvent encore plus à l'ouest, à l'est, pardon, à l'intérieur des terres. Vous avez des colliers de dentales, vous avez des piercings de dentales. Les dentales sont très présentes. C'est une sorte de monnaie cérémonielle, donc qui permet des échanges, et donc il y a une grande valeur, effectivement. Une monnaie, quoi. D'autres coquillages ailleurs. Sauf que, bah, voilà, donc d'un côté, des richesses terrestres, des peaux, des objets manufacturés, des choses comme ça, d'un autre côté, des richesses maritimes. Ceux qui ont des richesses terrestres sont près de la mer, ceux qui ont des richesses maritimes sont loin de la mer. Donc, il y aurait peut-être une inversion, suggère Lévi-Strauss, d'un mythe à l'autre,
Et le fait est que ces deux sociétés se connaissent, hein, et que les chilcotins obtiennent les coquillages des bellabellas et d'autres populations côtières et font croire à ceux qui sont plus loin à l'ouest, hein, à l'est, que en fait les bellabellas viennent miraculeusement de leur propre territoire. Une sorte de truc d'autochtonie, si je veux dire. Ils ne les obtiennent pas par commerce, ils les obtiennent d'eux-mêmes. Ils ont un truc magique. Bien. Donc, il y a des contacts entre ces deux populations. Alors, comment interpréter ça? Alors, l'interprétation, je vous la fais un petit peu brève, que propose Lévi-Strauss, consiste à dire, au fond, on a l'impression que l'attention des bellabellas pour les clames et leurs siphons, le fait qu'ils s'intéressent aux siphons de clames pour leurs siphons, est une sorte de commentaire ironique de leur part sur la manière dont les chilcotins voient les dentales. Parce que les chilcotins font de coquillages qui n'ont aucune valeur alimentaire, les dentales, une richesse considérable, du fait de son statut monétaire, de sa fonction d'échange, dans des zones où ce sont des objets rares. De la même manière, eux font de l'organe mou d'un autre coquillage une arme invraisemblable. Voilà comment j'interprète l'interprétation que fait les. C'est-à-dire que les chilcotins font des dentales une monnaie très précieuse alors qu'elle n'a aucune valeur alimentaire et qu'elle est extrêmement banale pour les bellabellas, eh bien les bellabellas vont faire des siphons de clame une arme redoutable alors qu'elle n'a aucune force, donc arme, et qu'elle est par ailleurs comestible ou pas d'ailleurs. On verra peut-être si on a le temps quand on s'en fiche un peu. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les bellabellas, finalement, quand ils retiennent une propriété différentielle dans l'objet observable qu'ils trouvent autour d'eux, à savoir les flammes. Et cette propriété différentielle, ben, c'est la mollesse. C'est la mollesse. C'est ça qui les intéresse dans les flammes. C'est qu'ils ont des siphons mous. C'est l'inverse d'une corne. Un siphon de clame, c'est l'inverse d'une corne de chèvre. Ça veut dire que c'est ce que c'est. Son être est d'être l'inverse d'une corne de chèvre. Ce qu'est un siphon de clame, c'est un non-corne de chèvre. Et donc, il est, à ce titre-là, une variante. Une variante, corne de chèvre et siphon de clame, sont deux variantes. On a ajouté d'autres objets qui constituent un système des objets qui, au fond, renvoie à un problème plus profond, plus important, qui est celui, finalement, des différentes actualisations possibles de la richesse. La richesse, c'est quelque chose qui vit de sa vie propre et qui, quelque part, en effet, est invisible. Ça, je crois, la richesse. Une ontologie de la richesse, une ontologie structurale de la richesse. Donc, en parlant des siphons de clame, les bellabellas, en fait, parlent d'eux-mêmes, au sens d'eux-mêmes et de leur différence avec les chilcotins. Produire un mythe avec les siphons de clame à la place des cornes de chèvre, c'est se situer par rapport aux chilcotins. C'est dire, nous ne sommes pas des chilcotins. C'est donc définir sa relation avec les chilcotins. Mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'à travers le mythe, les bellabellas se situent par rapport à une autre population humaine. Donc, à travers le mythe, une population humaine se situe par rapport à une autre population humaine en transformant un mythe de cette population. Mais en même temps, à travers ce mythe, eh bien, ils témoignent du fait qu'ils rencontrent, eux, de fait, dans le milieu maritime ou côtier dans lequel ils se trouvent, des entités inconnues des chilcotins. Et donc, en fait, les clames et les dentales et les cornes de chèvre sont dans des relations métamorphiques, mais qui permettent aux bellabellas, finalement, de dire « nous sommes des chilcotins de la mer, et non pas des montagnes. Nous sommes des chilcotins. » De même que le siphon de clame est une corne de chèvre, moyennant certaines informations que ce sont des chilcotins. Ils ne se considèrent pas comme des chilcotins, c'est une manière de dire « nous sommes vous, vous êtes nous ». Justement parce que nous ne le sommes pas. Nous avons des différences que nous pouvons marquer. Donc, en retenant une propriété différentielle, saillante, dans un organisme autour d'eux, dans leur milieu, d'où la notion d'écologie, dans leur milieu,
eh bien, les Bella Bella se situent à la fois dans leur environnement, l'environnement maritime, et par rapport aux populations humaines, aux autres populations humaines. Donc, ils ont deux situations. Une situation sur Terre, dans un milieu terrestre, enfin, qui a des différences avec d'autres milieux terrestres, et une situation anthropologique, écologique, par rapport à d'autres populations humaines qui ont d'autres symbolismes, en fait. Déjà des symbolismes. Par ailleurs, il y a la question de savoir si, forcément, je veux dire, les populations humaines, vous n'êtes pas sans savoir, dérivent toutes des mêmes individus. Toutes les populations d'Homo sapiens connues, on pense même qu'il y a eu un étranglement, je ne me rappelle plus exactement quelle date exacte, où la population humaine était réduite à quelques milliers d'individus. Donc, les populations humaines, elles se sont étendues, dispersées à la surface de cette Terre, et eh bien, cette dispersion veut dire qu'à la fois, elles deviennent différentes, et en même temps, elles restent les mêmes. Elles se dispersent, donc ce sont elles qui vont ailleurs, mais en même temps, elles restent les mêmes. Et c'est exactement ce qui se passe ici, c'est-à-dire que les Bella Bella, à travers ce mythe, les siphons de clame, disent quelque chose de leur attachement à ce milieu, donc de ce qui les relie à ce milieu, comme si les clames, d'une certaine manière, leur tournaient un visage favorable à eux, en tant qu'en eux, il y a le mythe des cornes de chèvre. Comme si c'était une affinité, en quelque sorte. Retenir dans tout ce que vous pouvez voir, ce coquillage-là, avec cette propriété, c'est créer un rapport électif avec ce qui m'entoure, donc un milieu au sens fort du terme, c'est-à-dire un espace de coexistence, ou ce qu'on pourrait appeler ce que j'appelle un monde, c'est faire monde en fait, avec ce qui nous entoure. Donc on fait monde grâce au mythe. Donc ils disent d'un côté quelque chose de leur attachement à leur milieu, et en même temps de leur différence avec leurs semblables. J'y insiste parce que moi-même, j'ai un petit peu trop insisté dans ma vie sur la dimension métamorphique du mythe, en oubliant que ces métamorphoses du mythe étaient liées à la variété terrestre. Les populations humaines changent aussi parce que c'est un peu fort, mais disons parce que la Terre est variée, et surtout, ça leur permet de participer à cette variation terrestre, de multiplier les mondes terrestres, en quelque sorte. Donc, vivre en milieu côtier, ça veut dire vivre avec un certain nombre d'entités inconnues des personnes qui vivent dans la montagne, comme des clames, et retenir les clames, précisément, c'est une manière de devenir marin, devenir une population côtière. Donc voilà, donc les mythes où figurent ces clames permettent aux gens qui racontent ces mythes, et c'est vrai de tous les mythes, de faire de leurs rencontres et de leurs interactions une nouvelle expression d'eux-mêmes, c'est-à-dire de cet être virtuel, où s'empilent sans contradiction différentes versions d'eux-mêmes. Ils auraient pu être des Chilcotins, les Bella Bella auraient pu être des Chilcotins. Vous auriez pu être des Bella Bella, ça fait plus de transformation, mais nous aurions pu être les uns les autres. Donc cette substituabilité virtuelle, elle est vraiment l'ontologie structurale la plus élémentaire. Être au sens structuraliste, c'est pouvoir être autre chose, être une variante. Et pour qu'il y ait variante, et que cette variante soit définie, qu'elle soit déterminée, qu'elle ne soit pas indéterminée, eh bien, il faut qu'il y ait un système de variantes relatif. Et un petit peu, qu'il y ait un peu de détermination de quelque chose qui est une variante, il faut que cette variante soit définie dans un ensemble de variantes qui n'est pas absolument indéfini. Sinon, on ne pourrait pas savoir quelle est son identité. Il faut qu'il y ait un système, qui est une relative clôture. Donc, la substituabilité virtuelle, qu'est la structure, vous voyez ici, permet de penser la coexistence actuelle, qui est la rencontre. C'est parce que les Bella Bella auraient pu être des Chilcotins que précisément, ils peuvent rencontrer les clames. Enfin, ils peuvent rencontrer leur milieu côtier. Autrement dit, en disant siphon de clame, en insistant sur le siphon, transformant un mythe chilcotin avec le moyen du siphon de clame, c'est une manière, encore une fois, de manifester qu'on aurait pu être les autres, mais qu'on est avec.
tel et tel autre. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis la substituabilité virtuelle permet de penser la coexistence actuelle. Donc la structure permet de penser la rencontre. C'est parce que je peux transformer des cornes de chèvre en siphons de clam que je peux créer un lien avec la mer, avec la côte. La métamorphose permet la rencontre. La structure permet l'événement. Et la structure, je dis, c'est virtuel. Hein. C'est parce que les siphons de clam, en fait, sont virtuellement la même chose que les cornes de chèvre, qu'il y a une relation actuelle, cette fois-ci, entre des êtres humains, des sapiens, et d'autres espèces. Et d'ailleurs, pas de vivants. Ben, c'est ça l'idée. L'idée d'une anthropologie du terrestre, c'est d'essayer de regarder les métamorphoses de la vie symbolique humaine comme autant de manières d'exprimer des coexistences actuelles, c'est-à-dire des mondes réels, et faites d'êtres humains avec plein de non-humains. Donc, vous voyez, le caractère transformationnel du mythe permet d'exprimer non seulement les aventures du chêne mythique, sur lequel j'étais parti au départ, pour parler de l'objet absolu. Dire que le chêne mythique est un objet absolu, ça veut dire forcément qu'il y a des transformations. Mais le caractère transformationnel permet aussi d'exprimer les interactions réelles entre des entités elles-mêmes absolues, humains et autres qu'humains, qui coexistent et qui font ensemble des mondes. Donc l'être invisible, qui se manifeste comme clam, ne peut être saisi que si on voit qu'il aurait pu se manifester comme une corne de chèvre ou comme une dentalia, en fait, aussi. C'est dans l'espace de substituabilité, il faut qu'il puisse être tout ça. C'est-à-dire que les gens les voient vers nous, les humains, quand nous voyons autre chose, nous la voyons comme pouvant être d'autres, mais pas n'importe quoi. Et l'espace de substituabilité virtuelle à travers lequel nous déterminons ce qu'est la chose, hein, c'est-à-dire si la manière dont elle renvoie à quelque chose d'invisible, a à voir avec la manière dont on crée des relations réelles, actuelles, pardon, parce que réel est un terme équivoque, c'est-à-dire pas virtuel et actuel, des relations actuelles avec les choses inconnues. C'est notre manière, en fait. Appréhender une chose comme pouvant en être une autre, c'est notre manière d'essayer de créer une relation avec un autre, une autre entité absolue, comme nous absolue. Notre monade, créer une relation avec une autre monade. Voilà, donc vous voyez bien qu'à travers les transformations des mythes, hein, à travers par exemple le mythe du siphon de clam que je vous ai raconté, eh ben, ce n'est pas simplement le chêne mythique qui continue tout seul sa vie énigmatique. C'est aussi les choses invisibles elles-mêmes qui se manifestent. Il y a des rencontres. Ils ont rencontré la mer, les trucs de la mer. Donc les choses passent aussi à travers les mythes. Ce n'est pas un solipsisme anthropologique. Les êtres humains ne sont pas tout seuls en fait dans leur tête, en train de transformer leur forme symbolique. Et ces transformations expriment des rencontres. Donc derrière les analyses structurales que fait Lévi-Strauss, il y a une description des singularités existentielles que sont les mondes des interstères, l'ensemble des interactions où les êtres humains sont pris. Vous voyez que le mythe est une forme particulièrement éminente du savoir, parce qu'il permet aux rencontres que les êtres humains font avec les choses de ce monde, hein, de se trouver sans cesse reformulées comme autant d'actualisation d'eux-mêmes. C'est parce que nous aurions pu être autre chose que nous pouvons rencontrer d'autres êtres. Donc le mythe des siphons de clam permet aux Bella Bella de faire une place parmi eux, aux êtres marins qui les entourent, en présentant cette rencontre comme si elle était une actualisation particulière de leur être même, où se superposent les Chilcotins et eux. Ils sont comme sans bière, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que être? C'est être Chilcota Bella Bella. C'est les deux, en fait, d'une certaine manière. L'objet absolu qu'ils sont, et les deux. Ils s'expriment tantôt comme Bella Bella, tantôt comme Chilcota. Mais en fait, c'est les deux. Donc nous sommes toujours plusieurs, d'une certaine manière. Bien, alors pourquoi c'est une connaissance, hein? J'ai beaucoup pris la tête pour essayer de satisfaire moi-même avec cette question. Parce que connaître quelque chose, au fond, c'est se transformer soi-même pour faire une place à de l'altérité. Connaître quelque chose, c'est se transformer soi-même. Je dirais, il y a deux manières de manière très générale. Au fond, quand même, si vous regardez l'histoire de la philosophie,
pense qu'il y a deux manières de penser la connaissance. Et la mémoire, ce serait pareil d'ailleurs. Soit vous pensez la connaissance comme une forme d'accumulation d'éléments nouveaux dans une forme constante. Donc, apprendre, ça veut dire ajouter à un édifice déjà constitué de nouvelles pierres, sans modifier la forme globale de l'édifice. J'ajoute. Il y a une autre manière de penser la connaissance. Ça, vous trouvez ça par exemple dans le Théétète de Platon, partout en fait, chez Hegel, tout le temps le cas. Il y a des gens qui sont plutôt pour une conception cumulative du savoir, et puis d'autres gens qui sont plutôt pour une conception en quelque sorte transformative du savoir, dans lequel en fait connaître, c'est se transformer soi-même, c'est-à-dire modifier en fait la forme à l'intérieur de laquelle les éléments arrivent, les nouveaux éléments arrivent. C'est pas que je garde la forme et j'ajoute des petites pierres, c'est que je change le plan du château. Alors, donc, vous voyez, donc l'idée c'est que, entre guillemets, l'intériorisation de l'objet implique une modification complète du sujet lui-même. Enfin, qu'il y a d'un côté le sujet doté d'une identité constituée et qui ajoute des objets les uns aux autres, c'est plutôt qu'il se modifie dans sa structure, du fait de sa rencontre avec l'objet. Eh bien, évidemment, c'est dans ce deuxième sens-là que, je pense, on peut dire que le mythe est une connaissance, et une connaissance de l'absolu, la manière par laquelle le mythe, et encore une fois, mythe, pour moi, le vocabulaire, ça veut dire aussi bien politique. Donc, ce sont des connaissances. Pourquoi? Parce que connaître, ça suppose de devenir totalement autre, mais si vous devenez totalement autre, il n'y a plus de continuité. Si, au moment où j'apprends quelque chose, je deviens autre. Ça, j'imagine que vous me comprenez. C'est-à-dire, un Bachelard dit la même chose. Bachelard dit, en fait, la science, finalement, c'est la vraie science, c'est la restructuration de la théorie. C'est pas simplement j'ajoute des données et que en fait, je transforme. Il n'y a pas simplement de la théorie, d'ailleurs, dans la formation de l'esprit scientifique, c'est l'idée que entrer dans l'esprit scientifique, ça veut dire vraiment modifier la subjectivité. On ne reste pas le même. Quoi. Le sujet scientifique et le sujet non scientifique, pas le même. Il faut qu'ils mutent, quoi. Transformation. Donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est s'il y a une transformation, qui est une transformation formelle, une transformation structurale, une transformation du cadre général, qu'est-ce qui reste identique? C'est le problème de la mémoire. Si on définit la mémoire comme simple accumulation de nouveaux éléments dans une boîte, la boîte est là, je rajoute des éléments, ok, pas de problème. J'ai mon identité, c'est la boîte, j'ai mon enrichissement, ma nouveauté, c'est les petites pierres que j'ajoute, ok. Mais c'est très insatisfaisant pour plein de raisons. On peut penser la connaissance et la mémoire comme ça, donc en fait, on dit plutôt que la mémoire, peut-être c'est un peu ça, mais c'est surtout la transformation de la forme même. C'est plus une boîte, c'est une boîte en étoile. Et ok, mais pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait aussi une continuité identitaire du sujet de la connaissance. Donc vous voyez, dans un cas, dans le premier cas, si on a une conception cumulative, on a au fond un peu trop d'identité, de telle sorte que ce qui est connu ne modifie pas la forme du connaissant, et ça, c'est pas convaincant. Mais dans l'autre option, on n'a pas assez d'identité, puisque le connu modifie jusqu'à la forme du connaissant. Or, connaître, c'est se souvenir, c'est une mémoire. Eh bien, je crois que la conception structuraliste que je vous ai exposée permet de résoudre ce problème et de comprendre qu'on peut devenir totalement autre tout en restant absolument soi-même. Et d'ailleurs, c'est même la meilleure manière de le faire. La seule manière de vraiment concilier, enfin, devenir, la seule manière de devenir, c'est de rester absolument soi-même. Simplement parce qu'il faut distinguer le plan virtuel, en quelque sorte, et le plan actuel. Donc, connaître, c'est montrer que la rencontre avec l'autre actualise une possibilité non encore réalisée de cet être absolu, qui est l'être qui connaît. Je n'utilise pas le terme sujet parce que je trouve que c'est malheureux. Et donc, la connaissance est un événement qui arrive à un être. Et qu'est-ce que c'est que la connaissance? Eh bien, c'est justement cette modification de l'être qui connaît. Mais cette modification, c'est quoi? Si c'est un objet absolu, cette modification, c'est une actualisation
d'une possibilité de lui-même qui ne l'était pas jusqu'à présent. Donc ça veut dire que virtuellement, j'avais une rencontre avec cet objet et je n'avais pas de rencontre avec cet objet. Comme l'électron. L'électron, comme l'atome qui était dans un état dans lequel il avait perdu son électron et il avait son électron. Donc quand il perd son électron, bah, quelque chose d'une possibilité de lui-même apparaît. Il tourne une face. C'est l'objet absolu qui tourne une face vers les autres. Donc chaque rencontre est une manière dont des objets absolus se tournent les uns vers les autres. Mais ils ne peuvent se tourner que partiellement. Ils ne peuvent montrer qu'une partie de leur visage. Donc la connaissance, eh bien, c'est une interaction réelle qui implique en même temps une réactualisation des termes qui sont mis en relation. Donc vous peut-être comprenez, j'espère en tout cas, que c'est par leur caractère transformationnel que les mythes permettent, donc parce qu'ils sont eux-mêmes des objets absolus, c'est parce que les mythes sont eux-mêmes des objets absolus, et donc ont un caractère transformationnel, c'est-à-dire ne peuvent jamais être tout ce qu'ils sont de manière actualisée en une fois, jamais une partie d'eux-mêmes, peuvent manifester qu'une partie d'eux-mêmes. Il y a une réserve virtuelle. Donc c'est pour ça que les mythes permettent aux objets absolus dont nous sommes entourés de se dire eux-mêmes dans notre être, dans notre expérience. Donc, à travers le mythe des siphons de Clark, les Bella Bella, les Bella Bella donnent la parole aux choses mystérieuses, énigmatiques qui les entourent. Ils donnent la parole justement parce que, eh bien, ils vont chercher une virtualité d'eux-mêmes qui n'était pas actualisée. Cette transformation, au sens structural du terme, est aussi l'expression de l'interaction, manière de faire face. Donc, voilà pourquoi je pense qu'on peut dire avec Lévi-Strauss, on peut tirer de Lévi-Strauss l'idée qu'à travers les mythes, ce sont les rencontres avec les invisibles qui s'expriment. Alors, pour conclure cette année, finalement, je voudrais peut-être essayer, je vais préparer, je ne sais pas si c'est une bonne idée, de vous présenter. Je trouve mon petit crayon. Je vais vous présenter un peu la espèce d'ontologie qu'il y a derrière. Je vais faire des schémas, parce que de fait, j'adore faire des schémas, et ce séminaire, je n'en fais jamais. Donc voilà notre ontologie. Dans notre ontologie, je rappelle, on a d'abord, il y a quelque chose comme des monades. Alors les monades, je ne vais pas faire un point, parce que chez Leibniz, une monade, c'est un point métaphysique. Mais pour nous, des monades, c'est des entités qui sont unes et complexes. Donc elles ont une individualité, elles sont séparées des autres. Elles ont une intimité, comme dit Pierre Roger. En même temps, elles sont plusieurs choses. Je ne veux pas faire un point. En même temps, je ne veux pas non plus faire un rond. Je crois que ce qu'est la monade, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais faire un truc comme ça, et une sorte de soleil avec un trou au milieu. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, les monades, par définition, les monades, en elles-mêmes, elles sont décorées les unes des autres. Un plan de réalité premier dans lequel il y a des entités. Ça ne sert pas à grand-chose de le dire de toute manière, puisque, par définition, si je le sais, c'est parce que j'ai des relations avec elles. Et, bon, je peux spéculativement penser qu'ils existent indépendamment de toute relation avec moi, parce que je le sais, parce que justement, je suis moi-même sans cesse débordé par ma propre richesse virtuelle. Donc là, je vais faire un truc déductif, en partant du vrai pour aller du réel pour aller de l'expérience. D'abord, j'ai fait un truc plutôt inductif, en partant de l'observation, des mythes, etc., pour dire, oh, mais il y a des invisibles. Hein, je parle des invisibles. Donc voilà, donc ils sont là, les invisibles. Donc, sur le schéma, ça fait ça. Hein, je sais pas, c'est voilà. Donc, ensuite, après, la deuxième étape, c'est l'étape des monades. C'est les monades séparées, etc.
La deuxième étape, c'est l'étape de la rencontre. Donc, nos monades, eh bien, elles se rencontrent. Donc, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a une délimitation, quelque part, je vais faire un champ. Donc, le deuxième moment, c'est le moment des rencontres, ou des interactions. Peut-être c'est le meilleur mot. Des interactions. Il y a des interactions. Il y a des théories d'interaction, etc. On pourrait réfléchir sur pourquoi il y a des interactions. Des interactions, on l'a bien dit, des interactions, ce sont donc quelque chose qui implique eh bien, des symbolisations. Qu'est-ce que c'est qu'une symbolisation? Eh bien, une symbolisation, c'est justement le fait que, alors voilà, je vais prendre celle-ci, ici. Donc, celle-ci, je vais la représenter, je vais représenter les choses comme ça. Celle-ci, je lui mets 4 interactions. Et peut-être, je ne vais pas représenter ça ensuite. Donc, voilà, l'exemple, elle manifeste ici. Donc, ça, c'est là, ça devient clairement dans l'observable. Donc, là, quelque part, on est dans le réel, on est dans l'inobservable. Et ici, on est dans l'observable. Évidemment, c'est la rencontre qui provoque, qui va produire ce phénomène. Quel est ce phénomène? Eh bien, c'est que va y avoir des faces différentes. Là, j'ai mis des traits droits, là, j'ai mis des traits verticaux, là, j'ai mis des traits horizontaux, là, j'ai mis des traits obliques qui vont de gauche à droite en descendant, et là, j'ai mis des traits obliques qui vont de gauche à droite en montant. Et essayer de faire un système d'opposition. Il y a deux oppositions qui produisent quatre cases, en quelque sorte. Donc, ça veut dire qu'en fonction des interactions dans lesquelles elles se trouvent, eh bien, la monade présente une face ou une autre. Et ce qu'est la monade, ce qui va me permettre de remonter vers la monade, eh bien, c'est justement d'observer la variation. Le fait que, par exemple, le siphon de clame est en fait une corde de chèvre, qui est en fait une dentale, qui est en fait la richesse. Je ne sais pas, je vais faire un système. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de me dire que la monade, elle est faite d'états superposés. Là, ils sont pas superposés, dans lesquels j'ai ces quatre choses à la fois. Et les bêta-bêta, ils sont bêta-bêta et chicotin, en tel. Donc là, vous avez deux positions, comme ça, et une position comme ça. Et ce sont des, voilà, côté des transformations. Donc ça, c'est très très simple. Deux. Alors, je pourrais rajouter, donc ça, c'est en fait un signe. Ça, c'est un signe. Le truc-là, là, ça, c'est un signe. Et si c'est un signe, c'est parce qu'il est dans une relation d'opposition, de transformation, une relation de substituabilité de fait avec celui-là. Quelque part, ces deux-là sont différents, mais en même temps sont les mêmes. Ça, voilà. C'est clair, cette affaire. Bien. Alors, maintenant, pour pouvoir continuer mon affaire, il faut que je rajoute autre chose. Je vais effacer ça, et je vais donner un peu d'espace ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, imaginons que ici, vous avez, donc là, ça c'est la rencontre, hein. Ici, ça c'est en fait l'éclat. L'éclat, c'est un autre dualité. Ça, c'est des humains. Là, c'est des humains. Et là, c'est des coquillages. Vous trouverez ce que j'ai en tête. C'est clair quand je le dis. Peut-être avec un diagramme, ce sera plus clair. Donc, les humains et les coquillages, ils existent totalement indépendamment. Évidemment, en tant qu'invisibles. Vous ne pensez pas que vous savez ce que c'est, les humains et les coquillages.
pas ce que c'est. On va dire des entités très différentes. Et puis, voilà, il y a des interactions, et ces interactions produisent des actualisations de différentes facettes de chacun d'entre eux. Bien, donc là, c'est les clans, et plus j'avance, je dirais que c'est la mer, milieu océanique. Enfin, c'est la mer. Il y a plein d'entités, on rencontre plein dans les humains, on rencontre plein d'entités, et ça va donner ça. Alors que là, en fait, c'est plutôt des entités de la Terre qui vont rencontrer. Et là, ça va donner ça. Bon, ben, j'appelle monde ça, c'est-à-dire les relations de sélection réciproque, les relations électives d'affinité entre les différents objets avec les différentes monades qui produisent un certain monde symbolique, en fait, c'est-à-dire des manifestations sensibles qui sont susceptibles d'être considérées comme des variantes d'autres manifestations sensibles dans un autre monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma monade peut appartenir à plusieurs mondes. De la même manière que l'être humain peut appartenir à plusieurs milieux. Et le milieu, il ne préexiste pas. Il faudrait pas utiliser le terme de milieu, mais le terme monde. Donc, je fais monde. Je fais mon monde avec un certain nombre d'entités, et la seule manière de faire monde, c'est effectivement d'actualiser les possibilités moi-même, mais il faut que ce soit moi qui fasse monde. Si je ne m'actualise pas, si je ne garde pas une réserve virtuelle qui fait que je pourrais devenir un autre, si j'allais dans un milieu montagneux, c'est pas moi qui fais monde. Je disparais. Il n'y a pas de monde, en fait. Le monde, c'est une coexistence. Donc voilà. Donc ça veut dire en fait que quelque part, ces mondes, ils existent parce qu'il y a des entités équivoques qui sont sur plusieurs mondes. C'est vrai, il y a une superposition des mondes. Qu'est-ce que j'appelle maintenant la Terre? Montagne, tiens, c'est magnifique. Et qu'est-ce que j'appelle maintenant la Terre, au sens de la planète Terre? Eh bien, la planète Terre, c'est l'espace de superposition forcée des mondes existentiels. Donc un monde est existentiel. C'est une singularité, c'est quelque chose de singulier, de contingent. Lévi-Strauss le dit au début de structuralisme écologique. Il dit on croit que mon anthropologie, elle est là pour dégager les formes universelles de l'esprit humain. Pas du tout. Elle est là aussi pour essayer de décrire des singularités existentielles de l'ethnographie. Donc, en fait, ce que les anthropologues décrivent, c'est des mondes. Et des mondes, c'est quoi? Eh bien, c'est des relations électives entre plusieurs réalités hétérogènes qui, en se rencontrant, produisent, émettent des signes, c'est-à-dire des observations, des expériences. Donc, un monde, il est sensible. Et il est sensible parce qu'il est rencontre des entités différentes. Les entités différentes, j'insiste pour dire que ce n'est pas les coquillages, ce n'est pas les humains tels que nous on les voit. C'est ce que les coquillages et les humains présentent comme face particulière dans leurs relations. Nous savons ce que nous sommes de nous-mêmes dans la mesure où nous avons un certain nombre de relations avec d'autres êtres. Que deviendra l'humain dans d'autres relations? Ah, on ne sait pas en fait. C'est bien m'intéresser de le savoir. C'est des variantes, là encore une fois. Quoi que devienne l'humain dans 400 000 ans sur les planètes Terre, ce sera une variante. Ça continue. Enfin, une variante de ce que nous sommes. Ok, bon, donc il y a plusieurs mondes. Mais ces mondes ne sont pas multipliables, en tout cas, ils se marchent dessus, ils s'empiètent. Ils sont dans des relations continues. Il y a une superposition des mondes. Donc, vous voyez, je peux dire d'une certaine manière que les relations entre les différentes variantes du mythe, eh bien, en fait, c'est aussi des relations entre les mondes. Une sorte d'équivalence entre la multiplicité qui est chaque monade et la multiplicité des mondes. Bizarre. Enfin, c'est pas si bizarre d'ailleurs. Donc, la multiplicité interne, la diversité des possibilités de moi-même est en même temps l'expression de la diversité des mondes. Je peux être plusieurs choses. Chilcotin et Bella Bella, parce qu'il y a plusieurs mondes en fait.
et que ces plusieurs mondes ne sont pas mélangés. Donc, s'il y a plusieurs mondes, c'est un point que les philosophes ont du mal à comprendre, qui va comprendre. S'il y a plusieurs mondes, c'est parce qu'il y a des monades, c'est parce que les choses ne sont pas enfermées. Il y a un débordement. La chose déborde. Alors, ça veut dire qu'elle n'est pas complètement fermée. Ça, c'est ce que nous apprend la plupart du canonique. Il y a une tension, et c'est justement le mythe qui le fait. Il y a quelque chose qui fait que ça boucle, mais en fait, ça ne boucle pas. La raison pour laquelle ça ne boucle pas, c'est que en fait, les systèmes symboliques, on ne se présente jamais comme ça. En fait, il y a toujours plusieurs. Il y a un phénomène, vous pourrez, à côté de l'interaction, qu'on appelle la stratification. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes symboliques qui sont sous-appliqués. Donc, non seulement il y a des variantes, mais en plus, il y a plusieurs. Vous voyez une sorte de truc qui louche. Vous voyez que cet objet, en même temps, vous devez voir en surimpression, comme ça, une sorte d'autre objet qui est un peu comme lui, mais pas tout à fait comme lui, et qui va vous faire entrer dans un autre système. Je se superpose pas. En tout cas, disons, admettons que ça ne se ferme pas. Je dis donc que la Terre, qu'est-ce qu'elle serait la Terre? La Terre au sens du système des milieux terrestres ou des mondes terrestres. Eh bien, elle serait la structure des variantes que sont ces mondes les uns pour les autres. Donc, à travers l'anthropologie des mythes de l'existence, on ne fait pas simplement une connaissance sur l'être humain, on produit une connaissance sur la diversité des mondes. Mais ce n'est pas une diversité des mondes comme si c'était des choses qui étaient là, puis des choses qui étaient là, puis des choses qui étaient là. Non, les mondes sont des variantes. Donc, à travers l'anthropologie des mythes de l'existence, dans laquelle il dispose dit que la terre des mythes est ronde. La terre des mythes est ronde. Il faut prendre cette phrase extrêmement littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites le tour des mythes, vous faites le tour de la terre. Parce que les mythes expriment des milieux, des mondes terrestres. Dans les mythes, il y a plusieurs. Enfin, vivant les mythes, on voit la diversité des mondes terrestres. De la même manière que l'être humain est un et multiple, il n'y a qu'un seul sapiens qui a des formes très très variées, ce qu'on a appelé pendant longtemps la diversité culturelle. Donc, il y a un seul sapiens qui, en même temps, vient dans des formes variées, et que la solution à ce problème de l'unité de l'être humain, elle est structurale. C'est-à-dire que ces diverses cultures humaines sont des variantes les unes des autres. Et que ce qui fait l'unité de l'humain, c'est la structure. C'est-à-dire le principe générateur des variantes. De la même manière, et pour exactement la même chose, l'unité de la Terre, c'est la structure des mondes. C'est la structure des mondes existentiels en écoutant les mythes, et en faisant de l'anthropologie de manière générale. Donc l'anthropologie est une géoanthropologie. Donc j'insiste, parce que le texte s'appelle structuralisme et écologie. Ce que Lévi-Strauss veut dire, c'est que, vous voyez, quand on étudie des mythes et des transformations mythiques, eh bien, en même temps, on découvre des variations de milieu, sous la notion d'écho. On ne peut pas faire de la bonne anthropologie, c'est la version un petit peu triviale, on ne peut pas faire de la bonne anthropologie si on ne connaît pas bien les milieux dans lesquels les personnes humaines qui racontent ces mythes se trouvent. Pourquoi? Parce que justement, les mythes sont transformationnels et ils se transforment en fonction des différences entre les milieux, d'où structuralisme et écologie. Ok, mais ça va beaucoup plus loin que la notion de milieu. D'abord, on a dit que c'est un monde, et non pas un milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un cadre extérieur à l'intérieur duquel il y a des humains. C'est quelque chose qui émerge du fait de la rencontre. Bien. Mais ça, je pense que l'expose est tout à fait d'accord. Mais plus que ça, c'est que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la manière même qu'il a de penser la notion de milieu ou de monde implique que ces mondes sont des variantes les uns des autres. Donc, qu'il y a une structure. Et que les mythes ne sont pas simplement des manières d'appréhender les milieux existentiels singuliers des populations, mais aussi la manière dont ces mondes transforment d'autres mondes. Ce sont des variantes d'autres mondes. Et voilà ce que serait une anthropologie terrestre, en fait.
Et l'anthropologie de la Terre, c'est une analyse transformationnelle de la diversité des mondes, comme étant des variantes, les uns des autres. Donc ce ne serait pas structuralisme écologique, il faudrait dire ici. C'est structuralisme et gaïologie. Gaïa qui produit des mondes habitables. C'est ça, derrière. Je ne veux pas dire structuralisme mais géologie, parce que géologie renvoie à l'imaginaire de la roche, etc. Donc, je veux dire, c'est la planète Terre. Ou peut-être, il faudrait dire structuralisme et planétologie. C'est ça l'enjeu. Donc, en fait, le texte de Lévi-Strauss, structuralisme et écologie, nous amène beaucoup plus loin que la simple idée selon laquelle il y a non seulement une détermination symbolique du fait de la mémoire, des formes culturelles que les êtres humains emportent avec eux au moment où ils voyagent et se déplacent et qui finalement se répandent partout sur la planète, et d'un autre côté, un déterminisme environnemental du fait de ce qu'ils rencontrent. C'est un peu ce que dit Descola, présentant les choses de manière simplifiée. Mais en fait, le texte nous amène beaucoup plus loin, à mon avis, si on le met en rapport. Il le fait lui-même, puisqu'il parle, en fait, il dit que le niveau, c'est un niveau unique. Il n'y a pas de réalité, quoi, avant l'interaction. Les traits différentiels sont les premières choses qui existent. Et les traits différentiels expriment, comme je vous ai dit, une sélection de deux objets. Donc voilà, je pense que ce texte sur l'écologie est une promesse, une proposition, quelque chose qui va beaucoup plus loin que la simple idée sur laquelle il faut avoir une certaine connaissance des milieux naturels dans lesquels évoluent les populations humaines si on veut faire de la bonne anthropologie structurelle des mythes. Ok, mais pas plus intéressant. Alors que là, il y a quelque chose, je pense, qui va beaucoup plus loin. Voilà, peut-être la dernière chose que je dis, mais je me tais, c'est que si on devait faire une telle anthropologie du terrestre aujourd'hui, ce n'est pas simplement la description de la diversité des mondes terrestres comme variantes les uns des autres, mais aussi la diversité des manières de tenir compte du fait que ces mondes terrestres sont pris dans des processus planétaires qui pourraient devenir l'objet de l'étude, donc étudier avec précision la manière dont différentes populations humaines vivent leur rencontre avec Gaïa, vivent leur rencontre avec la Terre, c'est-à-dire en fait une anthropologie, disons, du réchauffement climatique. Différentes manières de dire, et ces différentes anthropologies du réchauffement climatique, ça n'est pas une description des imaginaires des gens, c'est en fait la seule manière de décrire correctement la Terre comme système de variantes. Donc, ce que fait Eduardo Rivero de Castro quand il a fait son travail sur Copenhague, c'est à mes yeux une contribution à cette anthropologie de la Terre qui consiste à étudier, comme des variantes les unes des autres, la diversité des manières dont se manifeste l'interaction entre la planète Terre et les sapiens qu'il a révélés, la bouleverse. Il n'y a pas d'analyse de l'anthropocène qui soit univoque. Une analyse de l'anthropocène doit faire des différentes variantes. Voilà ma petite conclusion pour cette année, puis on verra l'année prochaine comment on avance. Mais bon, on a une bonne demi-heure, je pense, pour poser. Donc. À vous, j'espère ne pas vous avoir accablé avec les grands projets. Allez, Benoît, je te remercie. Et ça conclut donc très bien. On parlait de l'année. C'est vraiment que j'avais. On aura vu les tests un peu avancés avec XML. Et donc, j'ai tout à démarrer sur les questions, mais il reste sur un petit. En disant d'abord, je vais t'en sortir le soir. Je vais apporter ça plus près. Oui, je vais te sur la biologie, sur le final, et alors, journalisme et pas, c'est clair que ce texte est plus que l'écologie, c'est
structuralisme quoi, gaïologie, théologie, on ne sait pas. Et je pense que je te l'avais dit, moi, après aujourd'hui, je devais faire très gaffe à ne pas les copier parce que je t'avais dit, je suis en train d'écrire plein de trucs pour une conférence bientôt et je fais le même jeu de mots sur structuralisme et cosmologie. Donc j'ai appelé pour l'idée que je jure que je ne vais pas copier. Tu dois comprendre comment les mélanges de films. Les idées sont là pour circuler. Ils circulent d'elles-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Il y aura une vie énigmatique. Il y aura une traduction quelque part. Voilà, c'est ça. Mais non, mais voilà, en faisant donc même un manière parallèle avec la pensée sauvage. Et donc, justement, pourquoi pas cosmologie, tu vois. Je vois un peu le sens stratégique, si on veut, politique, mythologique, de forcer le discours sur la Terre, sur Gaïa, dans ce sens-là. Mais voilà, pour moi, c'est d'abord, l'évidence, c'est d'abord voilà, cosmologique, dans le sens que composer un monde, on dirait que c'est sauvage, voilà, ils n'arrivent pas à voir plus loin que chez eux, donc ils peuvent faire que autour de leur milieu. En fait, ils composent un univers, ils composent un monde entier en composant leur milieu. Non, donc c'était un peu ça. Moi, je l'ai vu tout de suite comme ça. Ce qui me fait, donc, j'arrive à être là avec une petite remarque. Alors, de manière générale, sur les Strauss, ce qui est vraiment impressionnant en voyant tout ça, en t'écoutant, en lisant, c'est la manière dont ils s'installent, un peu de ces contemporains anthropologues, tous ces anthropologues un peu classiques qui avaient fait un peu, voilà, de la pensée des sauvages, quelque chose de très déterminé, de très causé par les instants bio, que ce soit les instants biologiques, que ce soit géographique, en tout cas quelque chose de très bête, très simple, parce qu'au contraire, ce qu'on voit là, c'est même une surabondance, quoi. Il y a toujours trop, il y a toujours énormément. Donc, même quand tu penses que à ceux qui sont en face à toi, ton petit milieu, ta petite niche, écologique, géographique, je sais pas quoi, en fait, il y a tous les éléments du monde là-dedans. Et en pensant aux invisibles, dans ce texte même, là, dans le structuralisme écologique, donc, il y a tout ce jeu structural tout le temps, et c'est l'exemple principal avec les classes, les formes, là, donc une chose peut être aussi sur l'inverse, mais à la même place. Bon, ce jeu, on le connaît très bien, mais même, moi je me souviens, là, j'avais lu un texte, maintenant, je me rappelle plus. Il y avait un exemple qui m'avait frappé, à un moment, il analyse un autre exemple, même si c'est deux autres populations et c'est un autre mythe, mais c'est un même texte, et sur une parenthèse, je ne me rappelle plus pourquoi, ça concerne le saumon. Et en population où en gros, le final du mythe, c'est que le héros doit sauver le saumon. Voilà, ok. L'autre version, c'est que le héros, lorsqu'il meurt, il va au paradis et là, il rencontre au paradis à des saumons. Et c'est parce qu'en gros, l'histoire, c'est que ceux qui ont les saumons au paradis, c'est des gens qui n'habitent pas à côté des fleuves, ils n'ont pas les saumons chez eux, mais ils savent que les oiseaux, ils ont les saumons. Et du coup, les saumons, là, je peux dire, je trouvais, ils placent quand même, ils savent que les saumons, ces gens-là, ils savent que les saumons, quelque part chez les autres, ils existent, même s'ils ne les ont jamais vus. Et donc, ils le placent au ciel, c'est-à-dire à l'endroit métaphysique, quoi, à l'endroit du kilomètre. C'est pas là, j'ai vraiment le philosophe, mais là où, là où ils n'y sont pas. Donc là, l'invisible, même, comment dire, mise en scène, elle est vraiment mise en scène dans ce cas-là, par exemple. Ça m'a beaucoup frappé. Mais voilà, donc il y a vraiment il y a une surabondance. Quoi. Mais si, il y en a, bon, on connaît ça, oui. Il y en a énormément. C'est des mondes vraiment, vraiment baroques, vraiment finis, quoi, d'un point de vue sémiotique. Voilà, donc c'est plus des remarques. Je vais parler. Voilà. Je regarderai aussi s'il y a des questions sur la scène Je naturelle. lis, je vais là devant moi, je trouvais moi le PDF. Voilà, je vois 156. Puisqu'ils n'avaient pas de surnom, ils ne pouvaient pas faire dans de leurs héros culturels l'auteur de leur régulation. Ou bien, s'ils le faisaient, cet événement ne pouvait prendre place ici-bas, mais au ciel. Monde imaginaire où l'expérience perd ses droits. Ce transfert vite des sens de l'épisode de libération. Oui, mais en fait, ça, il le dit très souvent. C'est-à-dire d'ailleurs, il appelle souvent ça la mythologisation. C'est-à-dire que il le dit d'ailleurs dans structuralisme et écologie aussi. Il y a, Oui, c'est structuralisme écologique. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Parce qu'il y a aussi tout le truc dans structuralisme et mythologie, et l'écologie aussi, il parle du porc-épic. Parce que dans l'origine des manières notables, il y a un énorme passage aussi sur le porc-épic. Donc, il analyse souvent, effectivement, la question de la mythologisation. Et alors, je ne sais pas exactement comment. Alors, j'aime bien évidemment la manière dont tu vois le jeu en disant c'est une sorte de profusion virtuelle débordante. Et
au cœur de la méthode structurale et qui évidemment contraste tout à fait, de manière tout à fait impressionnante avec l'idée d'un appauvrissement squelettique, etc. Mais ça, je pense que c'est vrai que, disons, le passage d'un structuralisme des structures élémentaires de la parenté au structuralisme mythologique permet d'illustrer ça. Et s'il y avait un malentendu, alors que si on disait les structures élémentaires de la parenté, on se rend compte quand même que c'est très débordant aussi, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas que des c'est pas que des équations, loin de là. C'est très concret, quoi, avec des. Mais, mais alors, je ne sais pas trop quoi faire avec cette question de la mythologisation sur laquelle il insiste très souvent, à vrai dire, Lévi-Strauss. Bon, donc je vais y réfléchir parce que je pense que c'est un point important et que ça doit probablement, oui, ça doit probablement dire quelque chose de fondamental sur l'altérité, quoi. Il y a des fois où l'altérité se présente pas, enfin, comment dire, marque la différence entre nous et les autres par différence en quelque sorte verticale, quoi, entre l'ici et l'au-delà, entre le réel et l'imaginaire. Bon, mais là, je n'ai pas vraiment de réponse plus intelligente que ça. En revanche, je pense sur cosmologie, je trouve ça intéressant, la question de savoir s'il faut remplacer structuralisme et écologie par structuralisme et cosmologie, ou, comme je le suggère, plutôt par structuralisme et planétologie, quoi. Alors, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait les mêmes imaginaires, parce que cosmos, bon, il y a deux termes en français pour dire ce que cosmos désignerait, c'est soit monde, soit univers. D'ailleurs, tu as utilisé les deux. Et justement, bon, monde, moi, je le réserve pour remplacer ce qu'on appelle culture. Donc, c'est un mix nature-culture, que fait d'ailleurs, je crois, là. Donc, le processus que j'ai dit ici, c'est de mondiation. Il y a les monades, il y a les interactions, il y a les symbolisations, il y a les mondiations. Les symbolisations produisent, en fait, des sémiotisations produisent. Bon, après, les mondes reviennent. Enfin, il y a justement, après encore, il se passe des trucs. Hein, il y a des événements, les mondes changent, il y a l'histoire, tout ça. On peut faire un beau système. Mais donc, monde, pour moi, est réservé à ensemble de coexistants terrestres, hein, avec des rapports électifs en interaction. Et univers, ma foi, l'univers, c'est grand l'univers, quoi. L'univers, c'est le sens plutôt physique du terme, on dirait. Donc là, c'est la cosmologie physique du terme. C'est l'univers, le Big Bang. Problématique plus que je vais dans ce sens-là. Donc, entre les mondes et l'univers, il y a la Terre. C'est pour ça que la Terre me semble un. Et par ailleurs, je comprends bien hein, l'idée de cosmologie renvoie plus à. Par exemple, si on faisait une anthropologie des cosmologies, c'est relativement classique, ça d'ailleurs. Les gens regardent les cosmogrammes, les gens regardent des manières dont les populations humaines, j'emploie cette forme verbale qui probablement n'est pas correcte, mais dont les populations humaines diagrammatisent en quelque sorte le tout. La cosmologie, ça a à voir avec effectivement un certain imaginaire du tout, une certaine construction, une séliotisation du tout. Moi, ce que je pense, c'est que justement, on a un petit peu manqué du coup l'espace terrestre comme tel, qui n'est pas n'importe quel tout, en fait, et qui est typiquement ce tout qui a à voir avec les transformations des mondes, des milieux culturels, des natures-cultures, des milieux, sociétés euh, qui sont sur Terre. Et le type d'unité n'est pas le même, à mon avis. Donc, je ne pense pas qu'on vive dans l'univers. Là, je suis très latourien à ce point de vue-là. Je pense qu'on vit dans la Terre. On vit sur Terre. Et l'univers est quelque chose de la Terre. Ce n'est pas l'inverse, à mon avis. Ce qui peut-être d'ailleurs répond à ta première question. L'au-delà est généralement lié à une manière de construire en fait un monde terrestre. Et on ne construit pas un monde terrestre sans en même temps transformer un autre monde terrestre, quoi. Donc, proposer
un visage à la Terre tout entière, localement. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième raison pour laquelle je tiens à ma planétologie, ou à ma gaïologie, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est pas simplement de faire dialoguer les sciences modernes de l'écologie, disons, c'est-à-dire des environnements locaux, avec les sciences sauvages. C'est pas simplement de savoir que si les gens qui habitent la forêt ont des savoirs particuliers sur la forêt, apprendre des choses à des spécialistes de ces milieux forestiers qui appartiennent au monde universitaire, moderne, etc. C'est aussi la question de la relation entre les sciences modernes de la Terre et les sciences sauvages de la Terre. Et ça, c'est très important aussi pour la même raison, exactement la raison que tu as dit. C'est-à-dire que ne faut pas croire que les sauvages, les dits sauvages, euh, ils sont juste dans le cosmos, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont juste dans une représentation du tout, etc. Ils ont aussi quelque chose à dire sur la Terre, sur la planète Terre, c'est-à-dire sur les cycles biogéochimiques, sur le réchauffement climatique, sur les fondements de la biodiversité, sur les pluies acides, sur des trucs comme ça. Et donc, c'est cet objet-là que c'est intéressant de dire ça. Et peut-être aussi de dire, et ils n'ont jamais cessé, en fait, hein, je veux dire, de traduire. Plus exactement, ce que font les sciences de la Terre, c'est traduire une certaine expérience que nous avons de caractère transformable, du caractère de variante de chaque monde terrestre. Je veux dire par là que les sciences de la Terre sont une manière de comprendre en quoi tel environnement terrestre est une transformation d'un autre environnement terrestre. Et ça, c'est vrai, je veux dire, on l'a même vu en faisant venir Jérôme Gaillardet, on voyait bien ça. L'idée, c'est que la zone critique, elle est divisée en unités dans lesquelles c'est à chaque fois toujours les mêmes processus et jamais, en fait, le même événement. Donc, et donc, on va étudier la nature de la Terre, disait Jérôme Gaillardet, en se localisant toujours de manière très spécifique à un endroit où on voit certains paramètres, mais qui sont des paramètres qui valent pour l'ensemble de la zone critique, sont particulièrement saillants. Donc voilà, je veux dire, chaque localité terrestre est une variante d'une autre localité terrestre, et ce qui leur permet ce qui nous permet d'appréhender en fait, l'ensemble de ces variantes, pourquoi elles sont des variantes les unes des autres, et ben c'est la structure, le structuralisme terrestre. Il s'agit effectivement, si on veut, de faire revenir le structuralisme sur Terre, mais aussi de faire sortir la Terre d'une objectivation, en quelque sorte, scientifique, qui la mutile, en fait, et il s'agit aussi, par ailleurs, d'insister sur le fait que il y a certainement plein de matériel empirique pour les anthropologues qui permettraient de voir, en fait, ces symbolisations de la Terre. Donc, je dis encore une fois que les sciences de la Terre ne sont qu'une des symbolisations de la Terre, dépendant elle-même d'ailleurs de certains mondes terrestres particuliers, qui sont mondes dans lesquels il y a des satellites pour faire des modèles climatiques, donc des routes. C'est vraiment un autre monde existentiel qui est là. Et ce monde existentiel, eh bien, il peut appréhender la Terre au sein de laquelle d'autres variantes de lui existent grâce aux sciences de la Terre. Mais il n'est qu'un monde existentiel. Voilà pourquoi j'insisterai plus sur planétologie. C'est très bien aussi. En tout cas, je comprends vraiment l'idée d'un débordement. En tout cas, cette écologie, ça ne suffit pas. On voit bien que ça va au-delà. Il y a plus que ce principe de débordement qui met en relation avec dehors. Voilà. Oui, c'est très bien. C'est une cosmologie. C'est vrai que ça renvoie comme les modernes, comme la cosmologie moderne, mais c'est vraiment dans le sens de d'universalisation du milieu. D'universalisation du milieu. Enfin, ça ne concerne pas que le local. Oui, je ne dirais pas universalisation. Ouais, c'est vrai. Globalisation. Globalisation. C'est un problème d'échelle. Pour qu'il y ait pour moi un phénomène terrestre, de manière générale, il faut qu'il y ait
une effraction en quelque sorte du tout dans la partie. C'est-à-dire, c'est l'anthropocène, enfin, et l'inversébré, comme disait Benjamin Klein, c'est la partie plus grande que le tout. L'anthropocène, c'est effectivement une partie terrestre, territoire, le monde existentiel terrestre des modernes, il devient beaucoup plus grand que le tout, dont il n'est qu'une variante. Peut-être d'autres variantes aussi, mais il devient beaucoup plus grand. Et il se superpose avec les autres. Mais à l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'un phénomène terrestre, c'est quand le réchauffement climatique produit un épisode méditerranéen euh, dans la vallée de la Vésubie, et qu'on dit, ah, mais ça, c'est une conséquence du réchauffement climatique. Ce type de qualification-là, ça, c'est du matériel ethnographique pour une anthropologie de la Terre. De la même manière, Viro de Castro, dans son intervention sur Copenhague, nous montrait bien, bon, je l'avais dit il y a très longtemps dans un article sur une et plusieurs terres, c'était vraiment là, je trouvais avec d'Edouard Roux, Viro de Castro, on voyait vraiment, on pouvait interpréter la prophétie de Copenhague tout entière comme une qualification d'un événement terrestre. Simplement, ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les inondations qui détruisent des maisons dans une vallée dans l'arrière-pays niçois. C'est des épidémies de variole. C'est la présence de chercheurs d'or. Ça, ce sont des manifestations de la Terre, en fait, dans la prophétie de Copenhague. Donc, c'est ce type de phénomènes qui doivent être retenus. Il faudrait décrire la diversité des terres. La terre de la vallée de la Vésubie et la terre des terres Yanomami. En fait, il y a plusieurs terres. Bonne anthropologie, elle doit décrire en quoi ces terres sont des variantes les unes des autres. Presque, elle peut plus aujourd'hui, l'anthropologie, être autre chose. Simplement, en gros, ce que je veux dire depuis quelques années d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que l'anthropologie, en tout cas, une bonne part, l'anthropologie que je trouve qui m'intéresse le plus, a compris qu'on ne pouvait pas en rester à la distinction humain-non-humain. Elle a compris qu'il fallait mettre à plat. Elle a compris que la question écologique était vraiment constitutive même de sa justification comme discipline, qu'il y a bien une discipline qui est capable de remettre en question la distinction nature-culture, c'est l'anthropologie, puisqu'elle voit des êtres humains qui précisément ne le font pas. Ça, elle l'a bien compris. Mais elle n'a pas compris que, pas complètement compris, en tout cas, j'aimerais bien avoir plus de. Enfin, tous les contre-exemples que vous donnerez deviendront des bénédictions pour moi. Elle n'a pas encore compris que, en fait, elle n'est rien d'autre. Elle n'est pas une description des cultures, mais elle n'est pas non plus une description des mondes. Elle est une description des terres. Chaque monde est une variante de la Terre. Et voilà, de la même manière que l'être humain est un, de la même manière, la Terre est une. C'est-à-dire multiple. C'est la diversité, faut dire simplement les outils que le structuralisme a permis de développer pour penser l'articulation de l'unité du genre humain, de la diversité des cultures humaines, ces outils aujourd'hui doivent être utilisés pour penser l'unité et la diversité du terrestre. Voilà, ouais, je maintiens ma petite planétologie. Et je pense que ce qu'on appelle cosmologie est une partie des mondes terrestres. Les terrestres varient avec la cosmologie. C'est un indicateur. Par exemple, chez Copenhague, on le voit bien, parce qu'il y a cette structure comme ça, en 3 niveaux, avec le ciel d'en haut, le ciel d'en bas. Le ciel s'est déjà effondré, donc déjà tout dans notre ciel. Et on voit bien que sa cosmologie, en fait, elle est liée à une certaine manière de se définir par rapport à d'autres mondes terrestres d'à côté, et c'est-à-dire de définir la manière dont on rencontre la planète, à la différence de la manière dont les autres rencontrent la planète. Et Copenhague, chez Krenak, que vous connaissez toi et moi, et Krenak, c'est peut-être plus clair, on parle plus souvent de l'idée sur laquelle il y a la question de la Terre tout entière, ici, là, où nous sommes. Mais chez Copenhague aussi, il y a cette idée. Quand il dit le réchauffement climatique, il n'y a rien d'autre que l'expression de la fumée du métal, que les êtres que les modernes, que les blancs, les nappés, vont extraire du sous-sol. Ils ne se rendent pas compte qu'en sortant de métal, le métal brûle le ciel.
C'est une manière de se définir lui-même par opposition aux autres. Cette manière de se définir soi-même par opposition au discours de réchauffement climatique doit être étudiée exactement de la même manière que les Bérégola et les Chicotin. C'est ce qu'a fait Laure De Castro dans son intervention dans ce séminaire, en décembre, je crois, où il montrait que cette prophétie sur le réchauffement climatique était une transformation de la mythologie yanomami, ou de la mythologie, disons, amérindienne, telle que les Lévi-Strauss se faisaient. Donc, voilà, ben ça c'est une anthropologie de la Terre. En faisant ça, il a fait une contribution sur l'anthropologie de la Terre. Donc, il montre que c'est une transformation. Oui, c'est très rapide. Où est-ce qu'on trouve l'analogie dans plusieurs endroits où se trouve l'analogie entre mythe et politique? Et puis, si c'est possible, rapidement, comment il le justifie? Parce que alors, l'analogie entre mythe et politique, c'est plus qu'une analogie, c'est vraiment une identité. En fait, c'est voilà, pareil. L'équivalent du mythe chez les modernes, c'est la politique. C'est dans la structure des mythes, déjà, pour commencer, mais aussi dans la pensée sauvage à la fin. L'exemple qu'il donne est très simple, c'est la Révolution française. Donc, en fait, la fonction d'un mythe, c'est de, finalement, réduire l'événement à la structure. Donc, c'est plus exactement, c'est de, disons autrement, c'est plutôt de fabriquer une structure à partir d'un événement. Quelque chose a eu lieu, et on l'organise de manière narrative comme une suite d'épisodes, et on organise entre ces épisodes des relations de symétrie, de telle sorte que, par exemple, la fin de l'histoire inverse le début, selon des relations qui sont en fond des relations comme de reflets, quoi. Okay, comme dans un poème, ou, je ne sais pas, par exemple, j'ai vu à la manifestation contre le génocide à Gaza, enfin, pour la petite flottille de Madeleine l'autre jour, ce slogan, vous bouchez la voie du Madeleine, nous serons sa voix. Les OIE, les OIX. Donc, ce type d'opération de transformation, il n'y a pas de relation directe entre une voix VOI, comme un trajet, une voix comme une parole, mais l'art de l'épigramme, l'art de la symbolisation, c'est justement de créer une symétrie. C'est une homophonie, mais qui devient une nécessité sémantique. Okay, donc la voix bouchée devient la voix parlée, quoi. Bon, ben, vous voyez, donc c'est une sorte de symétrie. Bon, ben, l'idée, c'est que dans les récits, ça fait un destin, hein, c'est l'idée de destin, au fond. C'est que quelque chose qui était au début annonce quelque chose qui est à la fin. Il faut que ça boucle, quoi. C'est comme dans une nouvelle, comme dans un roman, comme dans un poème, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, derrière la succession linéaire des épisodes, il y a en fait un ordre structural dans lequel la fin est une variante du début, de manière synchronique, et plus de manière technique. Bon, ça c'est l'idée de départ. Donc, les mythes, au fond, font ça. C'est-à-dire que les mythes ne cessent d'organiser des relations de transformation, de telle sorte que différents épisodes qui ont l'air de se succéder, en fait, coexistent dans le système des variantes, se répondent les uns aux autres. Puis, bon, après, on peut élargir ça à la mythologie. Alors, ça fait le mythe. Donc, le mythe, il a cette capacité à fabriquer de la structure à partir des événements. Donc, il y a une séquence d'événements, ça devient une structure, c'est-à-dire ça devient un système dans lequel les choses sont des variantes les unes des autres, puis du coup, on peut interpréter, s'appliquer à d'autres choses. Alors, pour la politique, pourquoi c'est pareil pour les Lévi-Strauss? Parce que, je prends l'exemple de la Révolution française. Donc, l'idée pour laquelle la Révolution française est la Révolution russe est en fait une répétition de la Révolution française, qui était très commune dans les analyses marxistes du XXe siècle. Je ne sais pas s'il y a toujours des analyses marxistes, mais elle était très connue, notamment du fait de Trotsky. Le récit que Trotsky fait de la Révolution russe, bon, Lévi-Strauss ne le dit pas, mais ça vient de Trotsky en fait. Et Trotsky fait une analogie un peu systématique entre Robespierre, Lénine, Napoléon,
Staline et les thermidoriens, quoi, qui mettent un terme à Robespierre et qui permettent le stalinisme, etc., qui font une sorte de système. Et puis si on lit ça, la critique de la réalité active, ben, il n'arrête pas d'utiliser la réalité relative comme chaîne générale de tout événement. Et là, Lévi-Strauss, malin et méchant comme il est, dit ben, ça c'est exactement le mythe. En fait, d'utiliser les événements historiques comme mythe. Vous avez bien raison, parce qu'il n'y a pas de manière de faire de l'histoire, sinon en produisant des analogies, c'est moi qui le dis comme ça, des analogies événementielles. Et on le fait tout le temps. Je veux dire, Trump fasciste, c'est une analogie événementielle. En fait, en réalité, on ne peut pas appréhender un événement sinon en rapportant un autre événement. Et la seule manière de rapporter un événement à un autre événement, ben, c'est de le présenter comme une variante de l'autre. Donc, une transformation en fait, structurale. Donc, la politique comme relation à l'événement implique, enfin, c'est le mythe, quoi. Ça implique de faire de l'histoire quelque chose comme un mythe et d'agir, en quelque sorte, ce mythe dans la politique. Voilà, c'est ça l'idée générale, hein, en fait, et ça suppose aussi, je disais, une sorte de sursystématisation, c'est-à-dire que la politique, elle. Alors, c'est pas dû, c'est ça qui est d'ailleurs intéressant, c'est que c'est pas dû à l'État. C'est pas parce qu'il y a l'État qui vient par-dessus essayer de donner une unité à toutes les dimensions de l'expérience humaine. C'est plutôt dû en fait, au problème finalement de l'événement. Et il se passe des trucs. Et comment on donne sens à ce qui se passe? Ben, on donne sens à ce qui se passe en le resituant comme une possibilité dans un ensemble de possibilités qui lui préexistaient, mais à la condition quand même de changer une manifestation de ce système. Dire, ah, c'est quand même fait apparaître une virtualité qui n'apparaissait pas, comme une histoire d'électrons qui est perdue, qui fait apparaître une possibilité qui n'apparaissait pas. Donc voilà, je ne peux pas dire non plus qu'il. Mais enfin, si, les choses, au fond, il le dit tout le temps dans ses histoires, il y a tout le temps cette idée quoi, que la politique, c'est le. Voilà, mais la politique, c'est le lieu alors, de la cosmologie. Ça, c'est un truc aussi que je crois très profond. Alors, il ne développe pas tout ça, mais la politique, en fait, implique une relation au tout. Mais pas parce qu'il y a l'État, mais parce qu'il y a le cosmos. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la politique implique une relation avec des choses avec lesquelles on est déconnecté. Elle implique des médiations. Elle implique alors soit sous la forme, par exemple, de la rumeur, soit sous la forme de la télévision, de la radio, des réseaux sociaux, etc. Mais la politique implique de se sentir concerné par quelque chose en fait, qui n'est pas là. Donc elle est vraiment un rapport aux invisibles très fort, la politique. Et elle a un rapport aux invisibles qui est assez particulier, je pense, effectivement, qu'il vient en quelque sorte de surcroît. Il vient, encore une fois, forcer en quelque sorte la totalisation. En tout cas, c'est le sentiment. On pourrait le développer, il faudrait même le développer, mais l'année prochaine. Marc, ici ou dans la salle virtuelle. Bon, bah alors on va conclure cette série. Merci pour votre attention, votre présence, votre fidélité. Voilà. Donc, nous continuerons le séminaire permanent d'histoire et de philosophie structuralisée au Cher. On n'a pas fini le programme, un petit peu débordé, mais on verra par la voie habituelle, au moyen de nos emails. Voilà. Et bon, ben, au revoir à tout le monde aussi en ligne. Peut-être là, tout le monde. Et bonnes vacances. Et je reste à votre disposition, bien sûr, si vous voulez m'écrire, faire des propositions, terminer. Voilà, allez, nous on va boire un coup comme d'habitude. Au revoir. Merci aussi. Merci. Merci à tout le monde.